par une diminution profonde des cellules d'immunité adaptative, notamment les lymphocytes T, d'accord, lymphocytes B et les cellules NK qui sont des éléments de l'immunité innée. Ça, c'était les déficits immunitaires combinés sévères. Sévères, je dis bien sévères, parce qu'il y a une diminution profonde. Aujourd'hui, on va voir les déficits immunitaires combinés. Ils ne sont pas sévères, parce qu'il y a une diminution qui est modérée du nombre des lymphocytes T, lymphocytes B et des NK. Déficit, le premier, c'est le déficit en molécules HLA de classe 2, surtout dans le bassin méditerranéen. C'est assez fréquent chez nous aussi. Transmission autosomique qui est récessif. C'est un déficit de la régulation transcriptionnelle des gènes codant les molécules du CMH classe 1 et du coup de leur expression. Cliniquement, il y a des infections bronchopulmonaires à répétition et surtout, il y a des diarrhées parce qu'il y a notion de diarrhée chez un enfant d'un certain âge, notamment c'est-à-dire à partir de 3 ans, 4 ans, diarrhée chronique, il faut penser à la maladie cœliaque, certes, mais il ne faut pas éliminer un déficit en molécules HLA de classe 2. L'évolution clinique est marquée par une dénutrition, une déshydratation secondaire, c'est un tableau de dénutrition chronique, et par la survenue fréquente d'hépatite et de cholangite, souvent secondaire à une infection à cryptosporidie, une méningo-encéphalite virale et des manifestations auto-immunes qui sont plus rares. Expression plus rare. Alors, toujours sur le plan immunologique, absence ou expression très faible des molécules HLA classe 2 sur les cellules qui normalement les expriment de façon constitutive, surtout les CPA et lymphocytes B, ce sont des molécules qui sont primordiales pour la présentation d'antigènes. Ça, vous le savez, pour la réponse immunitaire humorale. Du coup, tout ce qui infecte ce genre de personnes, ce sont des infections qui sont secondaires à un déficit humoral. C'est un déficit humoral qui est partiel, mais quand même, il y a une note, abaissement, une note diminution de la qualité de la réponse immunitaire humorale. Et c'est les molécules, ces molécules-là sont surtout présentes sur les cellules présentatrices d'antigènes telles que les lymphocytes B et la cellule dendritique ainsi que le macrophage. En absence d'expression de ces molécules sur les cellules, l'expression est induite après activation du lymphocyte T. L'expression est réduite de façon variable d'un patient à un autre, selon le tableau clinique aussi. Si nous avions une diminution importante, le tableau il sera plus sévère. Le nombre de lymphocytes T est normal, mais il existe une profonde lymphopénie CD4+. La réponse proliférative de production d'anticorps en réponse aux antigènes est altérée. La réponse proliférative aux métogènes est conservée. Ça, ce sont des explorations. Il existe habituellement une hypogammaglobulinémie affectant principalement les IgG2 et les IgA, mais le taux d'IgG peut être normal. Cette maladie, elle est hétérogène. Selon l'expression, si nous avions une bonne expression des molécules HLA, mais un peu réduite, je ne dirais pas une bonne expression, assez acceptable, du coup, nous aurions un tableau clinique plus ou moins sévère, mais plus l'expression elle est diminuée, plus le tableau est plus sévère et plus l'exploration nous renseigne sur une hypogammaglobulinémie touchant IgG2 et IgA. IgA, c'est la réponse des muqueuses. C'est pour ça que nous avons des des infections bronchopulmonaires et des diarrhées chroniques. Alors, nous avons aussi le déficit en TAP 1 et TAP 2, transmission autosomique récessive, diminution de HLA classe 1. Ce sont des enzymes qui sont en intracellulaire et qui sont impliquées dans l'expression des molécules HLA. Si elles sont déficitaires, nous aurions un déficit en expression du CMH classe 1 avec diminution des lymphocytes CD8, déficit de la cytotoxicité. Vous allez me dire pourquoi cette diminution? Tout organe qui n'est pas utilisé s'atrophie. Si nous avons une diminution de l'expression des molécules HLA classe 1, la réponse cytotoxique, elle est diminuée parce qu'elle n'est pas sollicitée. C'est une forme de rétraction. Parce que si on n'utilisait pas les lymphocytes CD8,
par absence des molécules HLA avec lesquelles elles réagissent par le TCR, par leur TCR. Si elles ne sont pas là, les molécules HLA, le lymphocyte CD8 est de moins en moins sollicité et du coup, il va être rétracté ou bien il y aura une réduction des nombres des lymphocytes CD8. Déficit en ZAP70, c'est une molécule de transduction du signal du TCR. Et là, nous aurions, c'est une mutation, transmission autosomique récessive. Et ce déficit donne une mauvaise expression du TCR et une mauvaise transduction du signal. Alors, sur le plan clinique, absence de TCD8 circulant, défaut de la sélection thymique, défaut de l'activation du CD4, nombre normal ou augmenté, la réponse proliférative à l'anti-CD3 et antigène est absente et fortement diminuée, taux d'IgG normal ou augmenté. Le ZAP70, c'est une molécule de transduction du signal pour le TCR. Et là, ça ressemble un tout petit peu au TAP1, TAP2, c'est lié aux molécules HLA de classe 1. Si nous aurions un déficit en ZAP70, l'expression, la transduction du signal, elle est diminuée, la réponse, elle est affectée, elle est de mauvaise qualité, et du coup, c'est les CD8 qui vont diminuer toujours, parce que c'est la classe 1 et c'est la réponse immunitaire cellulaire, et non pas humorale, bien extracellulaire. La chaîne CD3 gamma, vous la connaissez, elle est liée, c'est le complexe TCR-CD3. La chaîne gamma du TCR-CD3, si elle est déficitaire, le TCR, le complexe, il n'est plus fonctionnel. L'expression du CD3, elle est importante pour la transduction du signal en intracellulaire. D'accord? Très rare, transmission autosomique récessive, phénotype variable, avec une expression variable du CD3. Des fois, il y a une expression euh, inférieure à la normale et des fois, c'est une expression qui est vraiment déficitaire, qui est vraiment réduite. Infection bactérienne plus ou moins sévère, diarrhée avec dénutrition, manifestation auto-immune. Quand on parle du CD3, c'est les CD4 et les CD8, tous les deux qui sont touchés de manière équitable. Sur le plan immunologique, nombre, c'est-à-dire dans l'exploration, les CD4 normales, lymphocytes T, le nombre, il est normal, mais diminution de l'expression du complexe TCR-CD3. Moins de jusqu'à 50% de la normale. Prolifération in vitro en réponse à l'anti-CD3 est basse, parce que si on active le CD3, il y aura activation du TCR par des anticorps monoclonaux et il y aura une prolifération. On peut utiliser les super antigènes parce que lymphocyte T, on peut l'activer par les cellules présentatrices d'antigènes. Il pourra être activé. D'accord? L'activation, elle se fait par les cellules présentatrices d'antigènes et une interaction entre les deux cellules. Mais sinon, on a une autre voie d'activation, c'est par la présence des superantigènes tels que les LPS qui peuvent seulement les superantigènes peuvent activer un lymphocyte T. En dehors de cela, personne ne peut activer un lymphocyte T. Les superantigènes et l'interaction, c'est les présentatrices d'antigènes avec un lymphocyte T. Après leur activation, se fait par l'anti-CD3, alors que la réponse aux antigènes est variable d'un patient à un autre, selon l'antigène testé, suggérant un nombre limité de complexes TCR-CD3. Du coup, selon l'expression, si nous aurions une expression plus ou moins importante, la réponse, elle sera assez bonne. Vous avez une question? Les LPS activent lymphocytes sans être présentés. Oui, certains LPS, certains, ce sont des super-antigènes. Il y a ce qu'on appelle des super-antigènes. C'est des super-antigènes qui peuvent activer directement le lymphocyte T. Tellement ils sont importants et c'est l'importance et la gravité de la situation. Les LPS induisent rapidement le choc septique. Du coup, le lymphocyte T peut être activé directement. D'accord? En présence. Ça, c'est un test d'activation. Si on met des LPS en présence de lymphocyte T, il va s'activer. C'est les super antigènes. Très bien, j'ai répondu à la question. Prolifération in vitro, le déficit humoral illimité est variable d'un patient à un autre. D'accord?
Alors, là, on va arriver au syndrome d'Omen. Il y a une mutation des gènes RAC1 et RAC2 et deux protéines sont exprimées. Sur le plan clinique, survenue précoce, érythodermie diffuse, parce qu'il y a une sécrétion accrue des IgE, pachydermite, alopécie touchant le scalp et les sourcils, diarrhée sévère, hépatosplénomégalie, adénopathie volumineuse. Sur le plan immunologique, il y a hyperlymphocytose constante de 100 000 à 200 000, hyperiosinophilie avec hyper-IgE, taux de lymphocyte B normal ou diminué, hypogammaglobulinémie profonde avec hyper-IgE, lymphocyte T oligoclono-activé, fonction faible des lymphocytes T et GVH. GVH, c'est une sorte de GVH, on appelle ça. C'est une sorte de rejet. C'est une sorte de rejet, mais ce n'est pas un rejet d'un organe donné. D'accord? Ce n'est pas dans le don d'organes. Prolifération aux mitogènes médiocre, prolifération aux antigènes absente. Histologiquement, infiltration massive du derme, de l'épiderme et de l'intestin par les lymphocytes, malgré leur hypertrophie et les ganglions sont le siège d'une déplétion lymphocytaire, le thymus est hypoplasique. C'est une hypoplasie thymique. Qui dit hypoplasie thymique dit diminution des lymphocytes et de leur éducation. S'ils ne sont pas éduqués, les lymphocytes ne sont pas éduqués au niveau du lymphocyte, ils sortent directement de la moelle osseuse et il y a un manque de leur éducation par absence de mutation plutôt de RAC1 et RAC2 qui sont impliqués dans la transduction, comment on appelle, euh, oh, j'ai perdu le terme. RAC1, RAC2, on en a parlé la fois précédente. C'est dans l'expression du TCR. Ce n'est pas dans l'expression, c'est les recombinaisons. Ce sont des cellules des enzymes de recombinaison. S'il y a une mutation, d'accord, il y aura une diminution de l'expression du lymphocyte T et du coup, ou bien de la qualité du lymphocyte T. Il peut être autoréactif. Voilà. Une question? Voilà, c'est la recombinaison, exactement, c'est la recombinaison. Il y a un faciès particulier. L'enfant, il a un faciès particulier avec un petit menton. D'accord, je vous mettrai dans le cours l'image des enfants atteints. Maintenant, on va rentrer dans les déficits à prédominance humorale. Les déficits de l'immunité humorale sont caractérisés par des infections récurrentes à germes à parasitisme extracellulaire obligatoire. Voilà, vous entendez le parasitisme chez moi. Les déficits de l'immunité humorale sont caractérisés par des déficits des infections récurrentes à germes à parasitisme extracellulaire. La réponse humorale ne se fait pas correctement. On a parlé dans je sais pas, je vous ai fait le cours de la réponse anti-infectieuse. La réponse extracellulaire, elle a besoin obligatoirement d'anticorps, des immunoglobulines, pour, euh, pour exercer une ADCC, ou bien pour opsoniser, ou bien pour clairer, ou bien même pour phagocyter. Les localisations électives sont la sphère ORL. La sphère ORL parce que tout simplement les germes opportunistes au niveau de la sphère ORL sont encapsulés. Généralement, ce sont les pneumocoques et le streptocoque et le méningocoque. Appareil bronchopulmonaire, sinus, méningée, peau, conjonctive. Vous voyez, c'est la flore qui détermine le type d'infection. Il y a un équilibre entre notre flore et notre système immunitaire. Une fois notre système immunitaire est réduit, la flore va profiter directement et va commencer à nous attaquer. Il y a une fréquence élevée des septicémies. Vous allez voir ça dans vos cours de microbiologie et de parasitologie. Il y a une fréquence élevée de septicémie, de gastro-entérite, giardiase et limbiase.
à cause d'absence des immunoglobulines, notamment l'IgA au niveau des muqueuses. Sur le plan immunologique, atteinte du développement du lymphocyte B, absence de la réponse B ou T. C'est-à-dire, ou bien nous avons une atteinte de la qualité du développement du lymphocyte B, ou bien nous aurions, et ça peut être un SCID, on a déjà parlé du SCID, alors du coup, ce n'est pas le SCID, mais il y a une atteinte de la qualité qui n'est pas qualifiée par un SCID. Un SCID, c'est le déficit combiné sévère. Ou bien absence de l'interaction, parce que pour synthétiser les immunoglobulines, on a besoin d'une interaction lymphocyte T CD4 avec le lymphocyte B qui va lui donner des signaux de sécrétion d'immunoglobulines et de changer d'isotype et d'améliorer la qualité d'immunoglobulines pour qu'elle soit plus spécifique pour les hypermutations somatiques et le switch, ce qu'on appelle les hypermutations somatiques et le switch. C'est l'interaction lymphocyte T, lymphocyte B. Il faut s'attendre à ce genre de déficit. Alors, on va commencer par la gamma-globulinémie et c'est l'atteinte du lymphocyte B. Le premier déficit décrit en 52, syndrome hétérogène, transmission qui est liée au sexe. Les femmes conductrices et les garçons sont atteints, les filles épargnées. Différentes mutations de la tyrosine kinase cytoplasmique, la BTK, ou Bruton's gamma tyrosine kinase. Les garçons atteints et protégés durant les premiers mois parce qu'il y a des immunoglobulines transférées au cours de la grossesse. La maladie se révèle assez tôt, de 6 mois jusqu'à 10 mois de la vie. Il y a généralement 6 mois à 10 mois, mais je dirais entre 4 mois à 5 mois, parce que là, il va commencer, les immunoglobulines transférées par la mère vont commencer à diminuer. C'est à cet âge-là où nous aurions une hypogammaglobuline physiologique. Et on va commencer, il ne faut pas dire 6 mois, 6 mois, non. S'il y a diminution précoce, qui n'est pas, elle est physiologique, nous aurions les symptômes qui vont commencer à partir de 4 mois, 5 mois de vie. Par des infections bactériennes sévères et récidivantes à localisation essentiellement respiratoire, je vous ai expliqué pourquoi, ayant pour complication des bronchiectasies. Bronchiectasie, c'est la dilatation des bronches, parce que plus les enfants des infections, plus il y a une altération de la paroi, ils finissent par faire des bronchiectasies, une dilatation bronchique, parfois troubles digestifs, leucémie, affection type auto-immune, polyarthrite rhumatoïde. Amygdale atrophiée. Amygdale atrophiée, c'est normal parce que il n'y a pas de réponse secondaire au niveau des amygdales ou bien au niveau des organes lymphoïdes secondaires. Les ganglions ne sont pas palpables. C'est hypotrophie des organes lymphoïdes secondaires. Alors, sur le plan immunologique, taux effondré des immunoglobulines inférieur à 2, absence des autres classes et sous-classes d'immunoglobulines, absence d'IgA sécrétoire, réponse aux anticorps extrêmement faibles ou nuls, moelle osseuse et organes lymphoïdes ne contiennent pas de plasmocytes, absence de lymphocytes B circulant, moins de 2% de centres germinatifs. Les lymphocytes B circulants sont inférieurs à 2% et les centres germinatifs à la biopsie sont absents. Les lymphocytes T sont en nombre normal, sont fonctionnels. L'immunité à médiation cellulaire est conservée. Le myélogramme montre des cellules bloquées au stade probé. Vous voyez là, ils sont au stade probé. Dans 10% des amaglobulinées, pas de mutation de BTK. Transmission autosomique récessive, nous avons un date, il est le premier, il est lié au sexe et vous avez tout ce tableau-là. Le deuxième tableau, il est autosomique, il est récessif, il n'est pas lié au sexe. Mais ce n'est pas la BTK qui est déficitaire. Ça peut être une mutation des autres chaînes, il ne faut pas toutes les retenir, d'accord? Moi, je vais vous dire, concentrez-vous sur le premier déficit, à gamma-globulines lié au sexe. Le deuxième, il faut juste les lire pour savoir qui pourrait avoir un déficit autosomique et récessif. La chaîne 5 lambda, IG-alpha, IG-bêta, qui sont des molécules de transduction du signal liées au TCR. Alors, et le BLANC, qui est une enzyme et c'est un module intracytoplasmique aussi, qui est lié au bloc aussi du BCR.
la représentation clinique elle est hétérogène. Chez quelques malades, on retrouve des immunoglobulines, contrairement à la gamma-globine liée au sexe. Maintenant, on va voir le déficit en IgA. C'est un déficit parmi les déficits les plus fréquents, touche 1 sur 700 caucasiens. Vous voyez, on parlait auparavant 1 sur 4000, 1 sur 50 000, 110 000, 100 000, mais maintenant c'est 1 sur 700 caucasiens. Il est assez fréquent, à expression tardive. On ne peut pas l'identifier précocement. Pourquoi? Parce que l'IgA, les immunoglobulines, vous savez, au cours de leur synthèse, dans notre vie, là, c'est leur ontogénie, elle va commencer à partir du 6e mois, non, je dirais, voilà, 6 mois, 7 mois à peu près, on va commencer, le nouveau-né, le nourrisson, il va commencer à synthétiser les immunoglobulines. Il va commencer par les immunoglobulines les plus puissantes, c'est-à-dire les IgG et IgG, et par la suite, il va synthétiser les IgE, les sous-classes, les IgA. Les IgA, elles sont synthétisées tardivement. On peut avoir des IgA diminués jusqu'à l'âge de, je dirais, de 11 ans. D'accord? Entre 10 et 11 ans, où il y aura une bonne synthèse des IgA comme celle de l'adulte. Mais avant, on ne peut pas dire qu'il y a un déficit, sauf s'il y a une diminution profonde des IgA. Leur expression ou bien leur synthèse n'est mature qu'après l'âge de 10 à 11 ans. Il pourrait y avoir une diminution sans effondrement. Et là, on doit juger. Inférieur à 4 ans, il y a un taux de référence. Supérieur à 4 ans, il y a un taux de référence pour dire que IgA elle est déficitaire ou elle n'est pas déficitaire. D'accord? C'est un déficit de transmission autosomique récessive ou dominante dans certaines familles, les plus souvent asymptomatiques, ou infection respiratoire et digestive, absence totale ou quasi totale IgA sans déficit aux autres immunoglobulines. Souvent, c'est un déficit qui touche l'IgA et l'IgG2 est associé. Il faut être prudent avant d'affirmer le déficit en IgA. Taux normal n'atteint que l'âge 7 ans. On a parlé de 7 ans, mais maintenant 9 à 10 ans. Parfois plus tard, manifestations auto-immunes, polyarthrite rhumatoïde, lupus, thyroïdite, Hashimoto, maladie cœliaque. Moi, je veux commencer par la maladie cœliaque. C'est surtout la maladie cœliaque qui s'exprime en cas de déficit en IgA. D'accord? Et puis, on a la polyarthrite rhumatoïde, lupus et thyroïdite d'Hashimoto. Mécanisme, défaut de switch ou échec de différenciation terminale. Parce que vous savez, le lymphocyte B, parce qu'il est activé. La première immunoglobuline à être sécrétée, c'est l'IgM. Après, il doit interagir. Il faudrait qu'il y ait une interaction lymphocyte T, lymphocyte B, pour qu'il y ait un switch, c'est-à-dire un changement d'isotype. Ça, vous l'aviez vu dans vos cours. Le switch, c'est après interaction lymphocyte T, lymphocyte B, et le lymphocyte B, il va commencer à sécréter les autres isotypes, IgA, IgT, IgE, IgG, tout ça après interaction avec le lymphocyte T qui a une information à transmettre au lymphocyte B. Parce que la première cellule activée par l'antigène, c'est le lymphocyte T CD4. Il lui sera présenté par le biais d'une lymphocyte, d'une CPA, cellule présentatrice d'antigène. Elle va lui donner l'information sur son CMH classe 2. Elle va lui dire, regardez lymphocyte T, je vous apporte un antigène extracellulaire. Il faut sécréter telle ou telle immunoglobuline pour le neutraliser. Cette information, elle sera traitée par le lymphocyte T et il va interagir avec le lymphocyte B pour lui transmettre la même information. Et elle va lui dire et sécréter en même temps des cytokines pour activer le lymphocyte B tel que l'IL4. Le lymphocyte T, il va aller vers le lymphocyte B. En même temps, le lymphocyte B, il va s'approcher du lymphocyte T. Il y aura une interaction avec implication de molécules de costimulation telles que le CD40, l'ICOS, LFA1, LFA2, tout ce qui s'ensuit. Il y aura une interaction et le lymphocyte T transmet l'information. En conséquence, le lymphocyte B, il va comprendre et il va choisir
les immunoglobulines nécessaires à cette neutralisation. Si au niveau du type digestif, il y a une infection, par exemple, à bactéries qui nécessitent une sécrétion des immunoglobulines, il va choisir l'IgA pour éliminer cette infection, pour neutraliser ce germe-là. D'accord? C'est ce qu'on appelle le switch. Il va changer l'isotype d'une IgM initialement qui est sécrétée systématiquement. Il va commencer par sécréter des IgM et après des IgA. Et ces IgA-là, le lymphocyte lui transmet l'information qu'il faudrait que cette IgA, l'épitope de l'IgA, plutôt la partie de reconnaissance, c'est le paratope de l'IgA, cette IgA, il faudrait le recombiner pour qu'il reconnaisse cette partie, ce germe-là, avec une spécificité. C'est des hypermutations somatiques. Il y aura un changement même au niveau du paratope, la partie reconnaissante de l'immunoglobuline, pour qu'elle reconnaisse mieux cet antigène. C'est la spécificité de cet antigène. Voilà. Défaut du switch, échec de différenciation terminale en plasmocyte et production d'IgA. Dans 50% des cas, anticorps anti-IgA, risque de choc anaphylactique. C'est-à-dire, je m'explique, dans certains mécanismes, c'est déficit c'est un défaut de switch. Et ces malades-là, il ne faut pas qu'il y ait une transfusion de sang total, d'accord? Parce que s'il contient de l'IgA, et comme le corps ne synthétise pas d'IgA, il y aura un choc septique. Il y aura plutôt un choc anaphylactique. L'IgA, elle devient un allergène pour ces malades-là et il y aura une hypersensibilité qui vise l'IgA et il pourrait y avoir un choc anaphylactique. Alors, transfusion d'IgA, elle est contre-indiquée. On passe maintenant au syndrome d'hyper-IgM. 60% sont de transmission liée à l'X, 30% transmission autosomique récessive. Alors, retenez, déficit lié à l'X, c'est la mutation du gène CD40 ligand. C'est l'interaction lymphocyte-lymphocyte B. Le CD40, il est là pour induire le switch. C'est le switch changement d'isotype. S'il y a interaction lymphocyte et lymphocyte B, c'est le verrou du switch. Si le CD40 ligand n'est pas exprimé par le lymphocyte T activé, il n'y aura pas de changement d'isotype. Et là, nous aurions la sécrétion que de l'IgM. Parce que je vous ai dit, la première immunoglobuline sécrétée, c'est l'IgM. Les autres, il nous faut le signal CD40 ligand. S'il n'y a pas liaison du CD40 ligand exprimé par le lymphocyte T avec le CD40 présent chez le lymphocyte B, là, il ne pourrait pas avoir de switch. Il y aura une sécrétion continuelle que de l'IgM. C'est le syndrome d'hyper-IgM. L'IgM, elle est augmentée, les autres classes, elles sont complètement abolies. Le contraire, s'il n'y a pas, il y a la forme autosomique récessive, mutation de l'activation induite citadine, diaminase, AID, c'est un module de transduction du signal, enzyme au niveau en intracellulaire, qui est une cascade, parce que le CD40 ligand, après son interaction, il y a une cascade pour arriver au niveau du noyau et induire des changements. J'espère que je vous ai expliqué ça et vous le reteniez. Alors, s'il y a l'AID, la première étape, c'est le CD40, CD40 ligand. La deuxième étape, c'est la deuxième de l'échelle de l'interaction. C'est le syndrome d'hyper-IgM. L'essentiel, c'est la même conséquence, sauf que la mutation, elle diffère. La première, elle est liée au sexe. La deuxième, elle est autosomique récessive. Autre déficit, si nous avions le 40 ligand, on a besoin du 40. S'il y a mutation du 40, c'est la même chose, hypergamma. Mutation de 1 aussi, c'est en intracytoplasmique. Une mutation du complexe NF-kappa-B, c'est un aussi, il fait partie de l'échelle. Après l'AID, il transmet le message du cytoplasme au noyau. NF-kappa-B, il passe du
le changement isotype. C'est le syndrome de Nemo, hein, ou c'est la mutation de Nemo. Alors, sur le plan immunologique, déficit en IgA et IgG, taux normaux ou augmentés d'IgM, lymphocytes B circulant expriment des IgM, des IgD de surface, absence de switch. La majorité des patients ont une neutropénie et une thrombopénie. Un déficit d'unité à médiation cellulaire est observé dans certains cas, et là, ça va aggraver le tableau clinique. Absence de centre germinatif parce qu'il n'y a pas d'interaction lymphocyte lymphocyte B. Le centre germinatif, il se développe au cours de l'interaction lymphocyte B. Le centre germinatif, généralement, on les retrouve au niveau dans les organes lymphoïdes secondaires et la rate. En absence d'interaction lymphocyte lymphocyte B, il n'y aura pas de formation de centre germinatif. Le centre germinatif, il est là pour concentrer cette interaction. Cette concentration, elle est riche en cytokines de survie pour le lymphocyte T et le lymphocyte B mutuellement. Alors, déficit en prédominance humorale, on est sorti de l'hyper-IgM, on est là dans les déficits en sous-classe. Alors, il faut juste le lire, ce déficit-là. Taux d'IgG normal ou diminué avec déficit en sous-classe. IgG 1 étant la sous-classe prédominante, son déficit s'accompagne généralement d'un déficit ou d'une diminution des immunoglobulines. IgG, déficit en IgG 3 plus souvent retrouvé chez l'adulte, fréquence des infections entérales associées à des diarrhées, déficit en IgG 2 plus souvent retrouvé chez l'enfant, fréquence des infections respiratoires, hémophilus influenzae, streptocoque, due au déficit en anticorps antipolysaccharidiques appartenant surtout à la sous-classe IgG2, thrombocytopénie, purpura, neutropénie. Les déficits en sous-classe peuvent être asymptomatiques parce qu'il y a une bonne couverture des autres sous-classes et du coup, il peut passer inaperçu, il fait des infections à répétition, mais il n'y a pas d'infection majeure, bien de symptômes majeurs pour dire qu'il y a un déficit généralement de découverte fortuite. D'accord? Déficit en chaîne kappa et déficit en anticorps avec immunoglobuline normale, incapacité de répondre à certains antigènes comme les polysaccharides, souvent asymptomatiques. Certains patients font des infections sino-pulmonaires. Alors, maintenant, c'est le commun variable. Là, il est important aussi. Déficit c'est le déficit la hypogammaglobuline d'expression variable, le commun variable. Déficit le plus fréquent après le déficit en IgA, vous voyez, c'est un déficit très important. Il est mal défini. Alors, souvent, c'est des molécules de co-stimulation, mais pas de l'importance du CT40 ligand. C'est l'interaction lymphocyte B. Il y a surtout déficit en molécules TACI et ICOS. Ce sont des molécules de co-stimulation et d'interaction entre le lymphocyte T et le lymphocyte B. La conséquence, c'est hétérogénéité clinique et éthiopathogénique se manifeste généralement à la deuxième, troisième décade, c'est à 20 ans, 30 ans. Symptomatologie de déficit humoral, infection pulmonaire à germe pyogène, dilatation des bronches, diagnostiquée à ce stade, infection gastro-intestinale, giardia et Campylobacter jejuni. Incidence élevée de syndrome lymphoprolifératif par contre, parce qu'il se développe, enfin, on le palpe à la deuxième ou la troisième décade, manifestation auto-immune, anémie hémolytique et thrombocytopénie, maladie granulomateuse. C'est l'expression variable, parce qu'il y a une diminution, des immunoglobulines. Alors, vous voyez là, taux de lymphocyte B, il est normal ou diminué, supérieur à 2%. Si on est inférieur à 2%, on est dans le déficit en lymphocyte B. Le taux des immunoglobulines peut être normal ou diminué, touchant surtout les IgA. Rapport CD4, CD8 diminué. 60% des CIVD ont une réponse proliférative diminuée. Plusieurs membres d'une famille CIVD ont déficit en IgA. C'est-à-dire on peut retrouver ce commun variable chez plusieurs membres dans une famille, d'où la fréquence de cette mutation et de son expression. Avant le cinquième, alors hypogammaglobulinie,
transitoire, j'en ai déjà parlé, c'est au moment où de la disparition, de la diminution des immunoglobulines transférées par la maman au nourrisson, il y a une diminution et la synthèse ne commence pas rapidement. Il y aura un creux entre la diminution et la synthèse. C'est une hypogammaglobulinémie transitoire. Ce n'est pas vraiment un déficit proprement dit. Elle est physiologique. Alors, on va passer déficit en nombre et en fonction des phagocytes. La première, la neutropénie. On parle de neutropénie si le taux est inférieur à 100 000, de 2 à 12 mois et inférieur à 1500 après un an. Ces enfants présentent des infections bactériennes, staphylocoque, streptocoque et mycotiques. Le risque est faible quand le taux est supérieur à 1000 par millimètre cube, modéré entre 500 et 1000 et important lorsque le taux est inférieur à 500. Le premier déficit, neutropénie congénitale sévère et maladie de Costman. On va voir la neutropénie congénitale sévère, transmission autosomique avec déficit de l'ELA2 et GF1. Ce sont des enzymes exprimées à l'intérieur des polynucléaires neutrophiles. Il y a une neutropénie profonde, arrêt de la différenciation au stade promyélocyte, c'est-à-dire elles sont impliquées dans le stade précoce du développement du neutrophile, de polynucléaire neutrophile. La maladie de Costman, transmission autosomique récessive, mutation du gène AXE, neutropénie inférieure à 200, arrêt de la différenciation au stade promyélocyte, avec atteinte neurologique. Alors, la neutropénie cyclique, il faut juste les connaître. Hein. Je vous ai mentionné ça pour vous dire qu'il y a ce genre de déficit. Mais concentrez-vous sur les déficits que j'explique. J'insiste sur l'explication. Transmission autosomique dominante, neutropénie cyclique, mutation du gène ELA2, des neutropénies durant 3 à 6 jours, tous les 21 jours, avec taux de PNN à la limite inférieur à la normale, voire nul. 30% des patients avec neutropénie cyclique de 14 à 36 jours, donnant, durant la période de neutropénie sévère, infection sévère, mais en dehors de cette période, aucune symptomatologie. Alors, le GCSF, c'est un facteur, c'est un déficit en GSF, c'est un facteur, c'est une cytokine qui induit la production des granulocytes au niveau de la moelle osseuse. Lorsqu'on injecte cette cytokine, elle va induire la synthèse et elle va pallier à ce déficit. Maintenant, le déficit en molécules de mobilité. Déficit en mobilité, le LAD aussi important, déficit en LFA1. Vous connaissez la LFA1? Est-ce que vous connaissez la LFA1? Vous avez fait les molécules d'adhésion. Ce déficit, répondez s'il vous plaît. Exactement, c'est une intégrine. Excellent. Si elle est déficitaire, il y aura un défaut de mobilité. Le PNN, je parlerai des PNN. Les PNN vont s'activer, mais ils seront incapables de bouger, d'aller vers le site inflammatoire. Il circule au niveau du sang parce qu'il y a une fluidité, mais au niveau du site inflammatoire, elles sont incapables d'arriver au niveau du site inflammatoire. Elles ne peuvent pas intégrer le site inflammatoire par les biais des cellules endothéliales. C'est une transmission autosomique récessive, mutation de ce gène-là, codant le CD18, plutôt le LFA1. Ce déficit est le résultat de l'absence des molécules CD18, chaîne bêta. Déficit d'expression variable sur le leucocyte, forme sévère, moins de 1%, forme modérée de 1 à 10%. Si on va parler des conséquences, si nous n'aurions pas de LFA1, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer à votre avis?
Exactement, il n'y aura pas de diabète leucocytaire. Il y aura une sécrétion des cytokines par les macrophages qui rencontrent l'antigène, mais la diabète leucocytaire, elle est absente. Et du coup, s'il y aura des cytokines et sécrétions de ces cytokines-là qui vont aller vers la moelle osseuse et induire la synthèse des PNN, les PNN vont être synthétisés et relargués au niveau du, de la circulation sanguine, mais elles sont incapables d'arriver au site inflammatoire. Il y aura une polynucléose systématiquement. Il y aura une polynucléose, mais au niveau de la biopsie, si vous faites une biopsie, il y aura absence de PU. C'est l'absence de PU. Et d'adhérence, alors déficit de mobilité d'adhérence d'endocytose. Et les cellules présentent des infections cutanées et gingivites, des fistules anales et des périanales. Dans les formes les plus sévères, emphalite, chute du cordon ombilical retardé. La chute du cordon ombilical retardé parce que le polynucléaire neutrophile, il est là. Si, il est très impliqué dans le phénomène de cicatrisation. D'accord? C'est lui qui crée le PU et le PU après le PU, c'est la fibrose. D'accord? Lorsqu'il y a du PU, juste après, il y aura de la fibrose qui est très importante. La présence de PU, elle est importante pour la formation de cicatrices et pour la fibrose. Dans les formes les plus sévères, emphalite, chute de cordon ombilical retardé, septicémie, hyperleucocytose typique. Qu'est-ce que vous faites, mademoiselle Yossara? Pourquoi vous me dessinez sur l'écran? Le LAD2, il y a le LAD1 et le LAD2. C'est déficit en molécules CALI-Lewis. CALI-Lewis, c'est une sélectine. La LFA1, c'est une intégrine. Et CALI-Lewis, c'est une sélectine. Voilà, c'est une sélectine. Elle va retarder l'avènement des PNN au niveau du site inflammatoire, c'est-à-dire il y aura un ralentissement du mouvement du PNN au niveau du site inflammatoire. S'il n'y aura pas de ralentissement, les intégrines ne peuvent pas intégrer les PNN. Et du coup, il va ressembler au LAD, c'est le LAD2. OK? S'il y a les Lewis, il n'y a pas, c'est le CD15. S'il y a déficit en CD15, les sélectines ne travaillent pas. Il n'y aura pas de ralentissement du PNN au niveau en contact des cellules endothéliales. D'accord? S'il n'y aura pas de retardement, on ne pourrait pas intégrer. Les intégrés ne seront pas capables d'intégrer parce qu'il y a une étape de ralentissement et puis une étape d'intégration. L'étape de ralentissement ne se fait pas, la deuxième étape, elle est sautée et du coup, il n'y aura pas la même chose. C'est comme le LAD1. Le LAD3, défaut d'activation des intégrines. Il y a des intégrines, mais elles ne sont pas bien exprimées. Transmission autosémique récessive, c'est la mutation de ce gène-là, moins importante. Alors, les déficits en nombre de fonctions des phagocytes, il y a déficit de mobilité, syndrome de Shwachman-Diamond, infection pyogène pulmonaire, infection cutanée, insuffisance pancréatite, chondrodysplasie petite taille, chondrodysplasie, neutropénie, thrombocytopénie, anémie, anomalie de la mobilité, des chimiotaxismes, des PNN, transmission autosomique récessive. Sur le plan clinique, se manifeste dès le premier mois de vie, infection sévère et récidivante, surtout un micro-organisme producteur de catalase qui reste au niveau des cellules phagocytaires, formation de granulome, gram positif et aspergillus. Infection cutanée, pyodermite, infection des ganglions, adénite suppurée, infection au niveau des poumons et du foie, abcès, hépatosplénomégalie habituelle. Alors maintenant, on arrive à la granulomatose, c'est le défaut de la formation de la fonction des granulocytes des PNN, granulomatose septique chronique. Sur le plan histologique, lésions comportant une réaction granulomateuse, parfois les macrophages ont des inclusions lipidiques. Sur le plan immunologique, l'immunité cellulaire et humorale, elles sont normales. Parfois, hypergamma-globulines, hyperleucocytose. Les PNN activés, phagocytaires, pratiquement normale, activité bactéricide diminuée, anomalie des tests de bactéricide. Qu'est-ce qui se passe?
Le PNN, il est normal, il bouge, il arrive au site inflammatoire, mais il est incapable d'induire une explosion oxydative par déficit de on va voir c'est la NADPH qui est déficitaire en, en intracytoplasme, en membrane sur la membrane cytoplasmique, et il est incapable d'induire une explosion oxydative. C'est la fonction qui est altérée, c'est pas le nombre, c'est la fonction de l'explosion oxydative qui est altérée. C'est l'incapacité des cellules phagocytaires à générer les anions superoxydes et les peroxydes d'oxygène, l'H2O2 et les superoxydes. Regardez, ça, c'est la genèse sur le schéma. Vous voyez le curseur, c'est la genèse des anions superoxydes, l'explosion oxydative H2O2 et la production des ions hyperoxydes. Nous avons besoin de plusieurs molécules telles que la GP91, la P-FOX, alors la P40, d'où les RAP, RAC, hein, c'est la NADPH oxydase. La NADP oxydase est constituée de 5 sous-unités que je vous ai citées. Au cours de la phagocytose, les 5 sous-unités cytosoliques sont phosphorylées. Et pour tout ça, pour induire la production du superoxyde et du H2O2. Mutation du gène CYP, d'accord? Et le gène CYP va induire, c'est la GP91, vous voyez là, c'est cette protéine qui est mutée. Et après sa mutation, ça donne une explosion oxydative altérée. Il n'y aura pas formation de ces ions hyperoxydes H2O2. Et par conséquent, aussi les dérivés halogénés. Alors, il n'y aura pas de bactéricidie, diminution de la bactéricidie. Alors, quand il s'agit de GP91, il est lié au sexe. Les autres sous-unités, c'est récessif autosomique. Déficit en TLR. Alors, je ne vais pas m'attarder sur ce déficit. Lisez-le sans vous attarder. Syndrome de Dijorge sur le plan immunologique, déficit cellulaire pur. La lymphopénie est inconstante, surtout au cours des premiers mois de la vie. Les lymphocytes T sont en nombre réduit. Les réponses prolifératives aux mitogènes et aux antigènes est très diminuée. Les lymphocytes B sont en nombre normal. Taux des immunoglobulines normal. Réduction de la réponse aux anticorps, certains anticorps thymodépendants. D'accord? Le dosage des facteurs thymiques circulants révèle un taux très abaissé, voire nul. C'est une délétion, c'est une délétion de 22Q, délétion chromosomique, transmission autosomique dominante ou mutation de nouveau, c'est une nouvelle mutation. Les formes partielles sont les plus fréquentes. Le pronostic immédiat est conditionné par l'atteinte cardiaque. Il y a le syndrome de Wiskott-Aldrich. Il est rare aussi, lié au sexe. Il faut juste les connaître, ce genre de syndrome. WASP, c'est déficit ou la mutation en WASP. Alors, déficit immunitaire avec infection bactérienne, virale et fongique apparaissent de façon progressive. Il y a une thrombopénie caractéristique et eczéma. L'atteinte des plaquettes est constante, thrombopénie plus thrombopathie. Anomalie s'observe dès le jeune âge. Le déficit immunitaire apparaît plus tard et de façon progressive. Les manifestations auto-immunes sont fréquentes. Incidence accrue de pathologies malignes chez les patients plus âgés. C'est les lymphomes non-Hodgkiniens. Sur le plan immunologique, il y a le WAS, le taux bas d'IgM, taux des IgG normal ou ABC, défaut d'IgA, taux d'IgA augmenté, défaut de la production d'anticorps antipolysaccharides, responsable d'infections à germes encapsulées. Lymphopénie inconstante, variable selon le patient au cours du temps, touchant surtout les LTCD4. Réponse proliférative normale ou ABC, mitogène et antigène, réponse proliférative absence ou très faible, anti-CD3, pronostic est sévère, infection 59%, hémorragie 27% et cancer 5%. Regardez le purpura chez un nourrisson qui présente le syndrome de Wiskott-Aldrich. Apparition précoce. C'est les purpuras dus aux thrombopénies.
Si vous avez une thrombopénie sévère non expliquée chez un nourrisson avec des infections, il faut penser au syndrome du Wiskott-Aldrich. Ataxie télégiectasie, c'est un défaut aussi de la synthèse précoce de l'ADN. Télégiectasie oculaire et cutanée. Télégiectasie, c'est la dilatation des vaisseaux avec une ataxie cérébelleuse due à une dégénérescence des cellules de Purkinje, susceptibilité à développer des lymphomes et carcinomes épithéliaux, infection bronchopulmonaire, dégénérescence hypophysaire et retard de croissance, hypogonadisme, association fréquente avec le diabète type 2. Le mécanisme, sensibilité aux radiations, fragilité de l'ADN, cassure chromosomique, d'accord, touchant ces régions-là, qui expriment alors le TCR, alpha, et, la chaîne gamma, bêta et alpha, et les chaînes lourdes des immunoglobulines. Ça aura des conséquences. Ces gènes codent pour le TCR gamma, la chaîne bêta et alpha, plus les chaînes lourdes des immunoglobulines. Du coup, on aura une altération d'expression du TCR avec une diminution des lymphocytes T ou bien leur non-fonctionnalité, plus une altération de la réponse immunitaire humorale. Altération progressive des fonctions lymphocytaires. Les cellules de ces patients ont une sensibilité anormale augmentée aux radiations ionissantes. Si nous avons des cassures au niveau de l'ADN, c'est-à-dire il devient fragile dès qu'il y aura une radiation, ces patients-là vont avoir une expression plus importante de ce déficit. Sur le plan immunologique, déficit de l'immunité humorale, IgG2, IgA, IgE, taux d'IgM augmenté. Ça ressemble un peu au syndrome d'hyper-IgM, ça prête à confusion. Mais il y a aussi le TCR qui est impliqué. Lymphopénie, diminution des réponses, taux élevé de l'alpha-photoprotéine qui est caractéristique. Si on suspecte une ataxie télégiectasie, il faut doser l'alpha-photoprotéine qui sera très élevée. Syndrome d'hyper-IgE ou la Jacobs, abcès récurrent staphylocoque aureus et localisation surtout cutanée et pulmonaire. Hyperioséophilie, taux élevé d'IgE, mutation de tic et stade 3, transmission autosomique récessive ou dominante ou sporadique. Le X-linked lymphoprolifératif syndrome, c'est un déficit impliquant des dysrégulations immunitaires, cliniquement susceptibilité aux infections EBV, lymphohistiocytes, lymphomes, défaut de régulation de la réponse immunitaire, anomalie de la cytotoxicité TNK, pas de switch en IgG, transmission liée au sexe, mutation de ce gène, 20 à 40% des patients ont une expression normale. Maladie avec déficit en immunoglobuline, complément et phagocytes, infection AG1 pyogène, maladie avec déficit de l'immunité cellulaire, infection opportuniste ubiquitaire, levure, virus. Le type d'infection orientera vers l'exploration à faire. Ah, plutôt, j'ai parlé du X-linked lymphoprolifératif syndrome. L'expression, elle est variable, mais ce qui est constant, c'est les infections AEBV qui est cancérigène. Maintenant, l'exploration, on avait vu au départ le type d'exploration qu'on pourrait faire. C'est l'NFS, les tests cutanés et l'immunophénotypage. Les tests fonctionnels, c'est les mitogènes, PHA, d'accord, les mitogènes, le PHA, d'accord, antigène PPD, albiquin, streptokinase, cellules allogéniques. L'activation du lymphocyte peut être évaluée par l'expression des antigènes d'activation, CD25, CD69. Les mesures de la prolifération après 3 à 7 jours selon la stimulation par les thymidines triciers après collection des cellules fibres ouvertes et la fonction des cellules NK évaluée cytotoxicité par lignée Adoma. Ils sont spécialisés, il ne faut pas les retenir. Alors, dans l'exploration, nous avons l'immunité humorale. Il faut faire un dosage des immunoglobulines et des sous-classes si c'est nécessaire, selon le tableau clinique. Et d'autres tests spécifiques, si vous suspectez un déficit, c'est la génétique
pour faire l'identification de cette mutation par, euh, par séquençage. S'il y a une neutropénie, on parle de neutropénie si le taux est inférieur à 1500. Pour démontrer la neutropénie cyclique, évaluer le taux une fois par semaine pendant au moins 4 semaines. Granulomatose chronique septique, c'est le test au MBT. On met le polynucléaire après son isolement au niveau sanguin. On va l'isoler. Le PNN, il est facile à isoler. On le met sur une lame de verre et il va rester, il va adhérer à cette lame de verre, en verre plutôt. Après, on lui rajoute des polysaccharides pour l'activer. Après son activation, euh, il devrait faire une explosion oxydative. D'accord? Mais à notre surprise, l'explosion oxydative, parce qu'il y a une coloration spécifique, si cette coloration, elle ne deviendra pas bleue, d'accord? euh, on est en absence d'explosion oxydative. La lecture se fait par un microscope optique. S'il y a absence d'explosion oxydative, le lymphocyte, le polynucléaire est, présente un déficit de l'explosion oxydative ou en enzyme en NADPH, l'une de ces sous-unités. Alors, il y a d'autres examens qui sont dédiés au laboratoire de recherche. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce cours-là? Est-ce que vous avez des questions? D'accord, puisque c'est clair, il vous reste les déficits secondaires, c'est le VIH. Je vais vous faire un enregistrement et vous l'envoyez parce que vous auriez des cours, là, vous auriez des examens prochainement pour ne pas entraver votre programme. Je vais vous envoyer le cours et après, on fera après des séances de révision avec des questions. Si vous avez des questions, je vous envoie le cours après le week-end. Lisez-le, donnez vos questions, préparez vos questions plutôt et on verra après les vacances ou bien après l'examen les réponses aux questions. D'accord? Je vous remercie pour votre assistance. Merci, docteur. Je vous en prie. Bonne journée. À vous de même. Merci.